Bonjour à tous et bienvenue à la rétrospective Museum Lab pour cette nouvelle table ronde sur l'intelligence artificielle. Je vais très vite passer la parole à Jacques Urbanska ici de Transculture qui va vous présenter nos invités aujourd'hui. Et je vous préviens tout de suite qu'après les discussions qui promettent d'être très intéressantes, j'en suis sûre, on vous invitera pour un petit verre et prolonger justement ces discussions au frigo. Donc restez avec nous aussi. Après, vous serez les bienvenus au bar. Bonsoir, merci d'être là, bienvenue. Je voudrais dire d'abord que Rose Tidgat, qui devait être avec nous, est clouée au lit. Moi, ça va aller, je vais encore terminer. Pardon. Voilà, donc, je voulais d'abord vous présenter, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez avec ce que vous faites et de là où vous parlez. Alors, c'est un peu étrange parce que personnellement, je déteste quand on commence à parler, par exemple, de l'intelligence artificielle, du web, de l'art, sans définir de quoi on parle. Parce qu'évidemment, ce sont en plus des sujets qui peuvent être, suivant de là où on parle, qui peuvent avoir des définitions très différentes pour les uns et pour les autres. Et là, on va faire un peu l'inverse, c'est-à-dire on va d'abord présenter les cadres, le point de vue de là où vous parlez, et après, on reviendra sur ce point de qu'est-ce que l'intelligence artificielle et aussi dans le contexte culturel. Voilà. On va commencer par Thierry Dutoit. Juste se présenter en tant que personne et puis je lancerai la petite vidéo, de présentation de Numédia. Très bien. Avec un avatar. Bien sûr, oui, un faux moi. Donc voilà, je m'appelle Thierry Dutoit, je suis professeur à l'UMONS. J'ai été longtemps passionné par le son, d'ailleurs je suis venu à l'ingénierie pour le son. Et puis je suis tombé dans l'art numérique. En 2007, on a créé un institut qui s'appelle Numédiar à l'UMONS. Joël a longtemps travaillé chez Numédiar. Deux secondes. Et donc je dirige cet institut. Et je suis aussi membre d'un truc qui s'appelle TRAIL. TRAIL, c'est un institut plus gros encore, c'est interuniversitaire, ça relie toutes les universités francophones de Belgique et les centres de recherche. Et c'est un institut de recherche sur l'intelligence artificielle, justement, et les applications de l'intelligence artificielle. Ouais, voilà. On va lancer la vidéo de présentation du Numédiar. Numédiar. Numédiar, c'est l'Institut des technologies créatives de l'UMONS. J'appelle parfois l'Institut du merveilleux, parce que c'est un institut dans lequel on étudie les technologies, non pas pour leur fonction, mais pour l'émotion qu'elles peuvent créer. Et c'est comme ça qu'on étudie les technologies qui sont liées au texte, à l'image, au son, à la vidéo, aux gestes, dans l'espoir de servir ce qu'on appelle les industries créatives. Les industries créatives, c'est un secteur émergent, composé essentiellement de PME, qui sont actives dans des domaines comme, par exemple, la presse, le broadcast, le cinéma, la musique, le spectacle vivant, le gaming, l'architecture et d'autres choses. Numédiar organise également tous les ans, en soirée, au premier quadrimestre, des ateliers à destination des étudiants, du grand public, pour diffuser ces technologies créatives, et ça s'appelle les ateliers créatifs. Moi, c'est grâce aux ateliers créatifs que j'ai appris à connaître l'Institut Numédiar. En fait, c'était des cours où on apprenait à faire du traitement du son avec des programmes. Et ensuite, ça m'a mené à faire des projets en deuxième et en troisième avec un ami, où en fait, on a codé des interfaces qui permettaient d'interagir ou de créer différents effets sonores. Numédiar a une relation particulière avec l'intelligence artificielle. En effet, c'est essentiellement des technologies créatives que sont nées les technologies actuelles de l'intelligence artificielle, qu'on appelle les deep nets, les réseaux de neurones profonds. Donc la plupart de nos recherches sont orientées autour de cette thématique. On a d'ailleurs créé plusieurs spin-offs dans ce domaine, Overtone, Acapella, Depson, Attention et d'autres encore.
J'ai eu différents contacts avec les spin-offs de Numédiar, notamment Overtone, chez qui j'ai fait un stage sur de l'analyse de la voix chantée. Et ensuite aussi, j'ai fait pendant ma thèse une collaboration avec la spin-off Acapella, qui travaille sur la synthèse vocale. Et moi, ma thèse, c'est sur la synthèse vocale expressive. Et donc, on a pu travailler ensemble. Numédiar, c'est pas seulement une collaboration avec les entreprises, mais c'est aussi une collaboration avec les universités à travers le monde. Par exemple, moi, je réalise ma thèse en collaboration avec l'université de Sherbrooke au Canada. Et donc, dans le cadre de ma recherche, j'ai eu l'occasion de passer 2 ans au Canada. Grâce au contact de Numédiar, j'ai pu faire mon TFE à Bilbao, en Espagne, dans un labo spécialisé en traitement de la parole. Et j'y ai fait de l'analyse de voix pathologiques. Un autre exemple de collaboration avec les autres universités au sein de Numédiar, c'est les workshops Interface, donc qui ont été initiés par Numédiar en 2005. Interface, c'est la collaboration de plusieurs chercheurs venant d'un peu partout en Europe qui se réunissent pendant 1 mois dans une ville européenne pour travailler sur plusieurs projets. Tout récemment, on vient de créer le CLIC, Centre d'innovation créative, qui est situé sur le parc Initialis, juste à côté d'IKEA. C'est un centre d'innovation qui est destiné à des porteurs de projets, et en particulier aux étudiants entrepreneurs de l'UMONS et aux chercheurs de l'université. Voilà, est-ce que tu peux un peu revenir sur quelques projets sur lesquels c'est passé? Donc Numédiar, en fait, c'était un institut à la base. Ça a été créé pour Mons 2015, je pense. Ça a été créé en 2007 en préparation de Mons 2015. C'est ça. Là, on a eu la chance que la région Wallonne nous a soutenus en payant une dizaine de chercheurs en Wallonie pour développer ces technologies-là. C'est ça. Et alors, par rapport à l'IA, je suppose que ça a commencé, le travail a commencé... En fait, oui, l'IA, c'est un mot qu'on a mis aujourd'hui sur des technologies qui ont évolué depuis longtemps. Donc, simplement, on en parlait moins, donc on a appelé ça l'hiver de l'IA. Mais tout ça a évolué progressivement et il y a vraiment eu une explosion en 2009 avec les DeepNet. Donc, ça a presque coïncidé avec la naissance de l'Institut Numédiar. C'est ça, avec le DeepNet? Oui, les réseaux de neurones profonds. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est 2009. Parce qu'avant, l'approche était différente, en fait. Avant, c'était des nets qui n'étaient pas deep. C'est-à-dire c'était des réseaux de neurones ou des approches par entraînement sur base de données. Mais ça n'utilisait pas autant de données et ça n'utilisait pas d'algorithmes aussi puissants. Puis tout à coup, en 2009, il y a eu un petit groupe de chercheurs qui a trouvé un moyen de créer des réseaux de neurones très gros, très profonds, avec un grand nombre de neurones artificiels, qui permettaient d'avaler de très grandes quantités de données. Et alors tout à coup, moi je me souviens très bien, tout à coup, les choses sur lesquelles on travaille depuis 20 ans, comme par exemple la reconnaissance vocale, tout à coup, du jour au lendemain, pratiquement du jour au lendemain, ça marchait. Moi, je m'en souviens parce que j'ai vu mon fils qui avait une tablette et il commençait à parler à sa tablette et je me suis retourné, je me suis dit, mais ça marchera jamais son truc parce que nous, on travaillait là-dessus depuis longtemps, on savait bien que ça avait des limitations. Et puis je voyais mon fils qui avançait de plus en plus sur sa tablette, juste en parlant. Donc c'était assez surprenant, même pour les gens qui travaillaient dans le domaine. C'est ça. Avec cet accès au big data aussi, enfin à une énorme masse de données qu'on peut analyser, qu'on peut c'est ça. Gérer. Voilà. Ouais. Donc on reviendra après à ça, sûr, sur qu'est-ce que l'IA, mais au niveau technique. Mais j'aimerais bien est-ce qu'on avait parlé aussi de présenter un projet, un ou deux projets, au moins un, pour faire le lien avec Overtone. C'était Deep Sketch peut-être. Deep Sketch, j'aimerais bien parler de Deep Sketch parce que Omar est là-bas dans le fond. Omar il travaille pendant que je parle. Donc Deep Sketch, c'est la thèse d'Omar. Alors c'est pas difficile de se souvenir des dates de la thèse d'Omar parce qu'Omar il a fait 14-18, mais c'est 2014-2018. Donc 2014-2018, une thèse de doctorat dirigée par Stéphane Dupont sur la reconnaissance de dessin. Donc en fait l'idée de base c'était on dessine, on fait un dessin sur une tablette et quand le dessin est terminé, à la base c'était comme ça, quand le dessin est terminé, on compare ce dessin à d'autres dessins et on retrouve de quel dessin de la base de données le dessin qui a été fait se rapproche le plus. Ça a commencé comme ça. Et puis rapidement, Omar s'est rendu compte que l'intérêt de ce truc-là, c'était aussi de commencer à faire de la reconnaissance en cours de route. C'est-à-dire qu'on commence à dessiner quelque chose et la machine essaie de trouver ce qu'on va dessiner et donc très rapidement complète le dessin finalement. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'était on commence à dessiner et puis on va chercher non plus des dessins sur Internet, mais des images qui se rapprochent du dessin. Donc il y a eu, je ne sais plus en quelle année Omar, mais en 2017, 16-17, il y a eu ce concours international, c'était 2016 ou 2017, je ne sais plus, 2017,
où en fait là c'était donc il y a eu une grande compétition internationale dans le domaine, où en fait l'idée c'était les chercheurs se retrouvent dans une pièce, on leur donne accès à je ne sais plus combien d'heures de paroles, de vidéos, enfin, un grand nombre d'heures de vidéos, tellement d'heures de vidéos que personne n'a le temps de les regarder. Et on vous donne juste 1 ou 2 minutes d'une de ces vidéos. Et on vous demande de retrouver dans le paquet de vidéos de départ d'où ça vient. Donc évidemment, on n'a pas le temps d'aller voir les vidéos pour retrouver d'où ça vient. Et donc il faut développer des algorithmes qui vont regarder la vidéo de 2 minutes et qui vont regarder le grand paquet de vidéos qu'on a donné au départ et qui vont essayer de trouver d'où ça vient automatiquement. Et on a gagné ce concours en fait. On a gagné ce concours parce que donc, l'approche d'Omar, c'était on regarde la vidéo de 2 minutes, on fait un dessin de ce qu'on a vu, et hop, le dessin, il rentre dans la vidéo, et puis dans le paquet de vidéos de départ, et il cherche d'où ça vient, quoi, de quel morceau de vidéo c'est clair. Alors j'espère que je suis clair, là, j'essaye. Mais bon, il y a donc, en fait, l'ordinateur va analyser le dessin, enfin le croquis. C'est ça. Il va analyser ce qu'il y a de pertinent, de patterns. Comme oui, voilà. Il va essayer de sortir des patterns. C'est ça, et il va essayer de retrouver ces patterns-là. Donc, c'est des choses répétitives, des petits points qui sont pour lui signifiants. Il va essayer de retrouver ces points signifiants dans la masse de données. Et comme le calcul est très rapide. Ça se fait quasiment instantanément. Et donc, on a pu gagner ce concours. C'était une belle journée, cette journée-là. Enfin, on a été très contents de gagner. Et puis du coup, ça c'était 2017-2018. Et puis cet algorithme qui a été donc publié dans le cadre de la thèse d'Omar, on s'en est servi plus tard pour créer une installation qui est d'ailleurs disponible là-bas, qu'on peut aller voir. Une installation dans laquelle les visiteurs du musée, les visiteurs d'un musée, sont appelés à commencer à dessiner une œuvre d'art qu'ils ont vue dans le musée. Et la machine va rechercher les œuvres d'art de la base de données qui ressemblent plus à ce qu'on a dessiné. Et ça permet... la première fois qu'on a utilisé ça, c'était dans le cadre d'une expo sur Alechinsky à Bruxelles, au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Et donc on faisait le tour du musée, puis on se terminait en faisant un dessin, et en essayant de retrouver un des dessins de Alechinsky. Ce qui c'est très chouette parce que c'est une demande récurrente des musées. Je vois Xavier Roland là-bas dans le fond, c'est une demande récurrente des musées, c'est d'impliquer les visiteurs dans leur visite. Ne pas juste se déplacer et voir, mais essayer de leur faire quelque chose, parce que voilà, c'est plus agréable simplement, et puis ça permet de créer un lien entre l'expo et le visiteur. Donc on a fait ça, et puis alors là où on en est maintenant, c'est que ça a été démontré donc en 2021 au Musée des Beaux-Arts, et puis comme nous on n'a pas pour mission de maintenir une technologie, on l'a licencié à Overtone, qui cherche d'ailleurs à l'implanter ailleurs. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, je ne pense pas encore. Hein. Ouais. Et donc voilà, c'est devenu un produit en fait. Et ce produit, entre guillemets, on peut le décliner pour plein d'autres musées, plein d'autres applications. Ouais. En fait, hier on en avait parlé, je pense, au téléphone, et on avait parlé de Shazam, qui est Enfin, Shazam, il reconnaît... Alors, si quelqu'un a ça, parce que j'ai oublié le nom de l'application, donc Shazam, il reconnaît un morceau de musique, donc voilà, vous lancez un morceau de musique, vous lancez Shazam, et il va aller retrouver. Ouais. Et celui où on peut siffler, ou voilà, il y a une application comme ça qui s'est développée aussi, où on peut juste fredonner, plus ou moins bien, et donc il va discriminer ce qui ne correspond pas. Et c'est puis ça. Il va, Deep Sketch, c'est le Shazam. C'est le Shazam ou l'autre application du dessin. Oui, c'est ça. Donc c'est pas... L'idée ici, c'est pas de donner un dessin et de retrouver... de donner l'œuvre et de retrouver cette œuvre-là. C'est de dessiner approximativement et d'essayer soit de retrouver l'œuvre, soit tout simplement de découvrir face à... moi, j'aimerais bien avoir un dessin de ça, voilà. Et alors, il va vous présenter des œuvres et comme ça, on peut en faire... C'est ça. Un chemin, ça directement. Alors ça a l'air facile, on fait tout ça sans réfléchir, mais ça demande une certaine forme d'intelligence qu'on a pu transmettre à la machine. Bien. Overtone, Joël Tilmans, est-ce que tu peux te présenter d'abord toi, personnellement, d'où est-ce que tu viens ? Oui, donc voilà, Thierry a déjà raconté beaucoup du début de l'histoire. Moi, j'ai fait mes études à la Polytech, et puis j'ai continué avec une thèse chez Thierry, où j'ai commencé en 2006, et donc juste au début de Numédiar, donc toute l'aventure Numédiar, et puis le clic. J'étais à chaque fois au début de cette dynamique-là, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc moi, j'ai fait ma thèse sur la capture de mouvement et l'analyse du mouvement. Et après, j'ai travaillé sur un projet européen où c'était l'analyse de la danse, la préservation du patrimoine intangible en utilisant les nouvelles technologies.
Et donc, c'était toutes des questions que je trouvais passionnantes, avec le côté ingénieur, mais aussi avec le côté art, le côté culture. De là est venue aussi cette impression que quand on met des gens qui viennent d'horizons complètement différents ensemble, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas fait si on était resté chacun dans son domaine. Et donc, après la thèse et après avoir passé quelques années comme chercheuse senior à Numédiar, on a créé Overtone en toute fin 2015 avec Nicolas D'Alessandro, qui a aussi fait sa thèse, lui, sur la synthèse de la voix chantée. Il avait développé un instrument de musique numérique, aussi sous la direction de Thierry. Et donc, oui. C'est ça qu'on appelait les spin-offs dans la vidéo. C'est en fait parce que c'était aussi une volonté de Numédiar de ne pas rester simplement dans la recherche, mais de pouvoir concrétiser ça par une sortie qui sort de la recherche tout simplement. Est-ce qu'il y en avait d'autres Est-ce qu'il y en avait d'autres qu'Overtone? Quand tu dis que c'est une volonté Numédiar, c'est important que les centres de recherche puissent appliquer ce qu'ils font dans la vie réelle à travers des sociétés extérieures, puisque les universités, encore une fois, n'ont pas mission de développer des produits. Mais c'est aussi une volonté surtout des chercheurs. À un moment donné, quand la région wallonne subsidie 10 chercheurs en thèse, quand ces gens terminent, ils cherchent du boulot. Et donc, comme ils se connaissent bien, dans ce cas-là, ils ont créé une société. Et donc, Nicolas D'Alessandro était déjà, lui, il avait développé Line Sketch, je pense. Oui, c'est ça. Donc, lui avait développé un instrument de musique numérique. On s'est lancé en se disant qu'on allait faire ça. On s'est rendu compte que c'était pas la bonne idée et assez vite, on a changé. Mais donc, on fait ce qu'on fait maintenant dans Overtone depuis 2017. Mais donc, quand on était chercheurs, on a tous les deux travaillé beaucoup sur tout ce qui est le machine learning, tout ce qui est un peu plus large que ce qu'on appelle les réseaux de neurones ou l'intelligence. C'est toute l'intelligence artificielle en fait aussi, mais c'était avant que ça n'explose et que ça ne devienne les deep nets. Mais donc, ce qu'on a voulu faire vraiment quand on est sorti, c'est que toutes ces nouvelles technologies, elles permettent de faire plein de choses quand on comprend comment elles fonctionnent. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est utiliser ça comme outil pour créer de la magie. C'est un petit peu comme ça qu'on le présente. On a toute une sorte de boîte à outils. On voit ici toutes sortes de choses qu'on a pu faire avec des technologies. Ici, c'est rendre le bois tactile, changer le type d'interface. Nous, on pense que la technologie, c'est pas une fin, mais c'est un moyen. Et donc, on se demande toujours, OK, quel est le public? Quel est le message qu'on veut faire passer? Quelle est l'expérience qu'on veut faire vivre? À qui, sous quel format, et puis après, en fonction de ce qu'on a décidé ou de ce qu'on a envie de raconter comme histoire, on dit quelle technologie va nous permettre de rendre ça possible. Et l'intelligence artificielle fait partie des possibilités, pas à chaque fois, mais donc ici on voit l'Eurospace Center. Le projet précédent, c'était au Musée de l'Homme à Paris, une expo avec L'Oréal. Ici on voit Niki de Saint-Phal, le Shooting by Niki qui est ici et qui a été développé dans le cadre de Museum Lab. À chaque fois, les technologies sont différentes et c'est pas la technologie qui est importante. Pour nous, c'est vraiment l'expérience qu'on permet aux visiteurs de vivre. Ici, c'est à Sparco. C'est un peu là qu'on a eu notre premier gros projet. Et donc maintenant, il y a 6 ou 7 dispositifs made in Overtone. Là, c'est sur le tableau de Mendeleev avec un sol tactile. Les bâtiments du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec des fresques qui viennent se réveiller magiquement. On essaie toujours de travailler beaucoup avec des modes d'interface différents que des écrans. Les technologies, c'est pas forcément froid, c'est pas forcément ce qu'on pense. Ça peut avoir plein de formes différentes et c'est ça qu'on essaie de développer un peu à travers tous nos projets. Oui, là, je voyais que c'était par exemple donc du micro-vidéo mapping. Qui est très très intéressant parce qu'on a toujours tendance à voir les gros vidéo mapping. Puis il y a un artiste belge d'ailleurs qui travaille avec ça, qui d'ailleurs va être présenté ici ou qui est passé le petit chef. C'est ça, c'est dimanche matin. Et lui, il a travaillé avec du vidéo mapping, du micro vidéo mapping. On l'a présenté. Donc j'ai oublié de me présenter. En fait, c'est Jacques Oranska. Je travaille pour Transculture, un centre des cultures numériques et sonores qui est basé dans le Hainaut. Et donc, du coup, nous, on l'a présenté aussi. On avait présenté, par exemple, lui, il fait des rêves et il va les matérialiser. Et donc, il fait une petite projection sur de la 3D. Donc, par exemple, il va... Oui, le skull mapping. Et donc, il va projeter sur, par exemple, une petite maison, une histoire avec, on voit lui, gamin, en train de monter les escaliers et tout ça. Et donc, c'est un micro-vidéo mapping. Et c'est vraiment aussi fort que les gros vidéo mapping. Enfin, au niveau du ressenti, on peut ressentir
autant de sentiments que ça a quelque chose qui nous déborde et qui Oui. est plutôt de l'ordre du gigantisme. Je pense que pour la technologie, de façon générale, il n'y a pas un seul format, et donc il y a moyen toujours de refaire pas la même chose, de changer le contenu et de prendre le principe que ça doit avoir la même forme. Il y a aussi moyen de se demander, OK, qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce que ça permet de vivre, comment est-ce que je peux le détourner. Et pour moi, c'est vraiment ça, notre travail de design d'expérience, de design d'interaction. C'est, on ne va pas faire à chaque fois la même chose, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'on pourrait faire auquel on n'a pas pensé, qu'est-ce qui va faire que ça va surprendre, qu'est-ce qui va faire que ça va être magique, qu'est-ce qui va faire que ça va être différent, et surtout, qu'est-ce qui va faire que ça va être pertinent. C'est ça. Et alors, donc on a vu un peu 2-3 projets, même un petit peu plus, qui sont passés. C'est votre showreel. Donc, dans ces projets-là, donc, tu viens de dire que, évidemment, l'intelligence artificielle est un outil comme un autre, c'est-à-dire que vous pensez le projet et puis vous prenez les outils qui existent, donc les applications qui existent, ou vous en créez. Par rapport à l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça vous permet de faire et sur quoi travaillez-vous, par exemple? Parce que je vois que je sais, quand je suis allé voir, je sais que c'est des briques. On imagine un programme où un programme est composé de briques logicielles, et vous prenez une brique qui vous intéresse, et ça se traduit comment chez Overtone? Mais donc on a eu plusieurs projets, on a utilisé l'intelligence artificielle. Dans le cadre de Museum Lab, on a eu une demande, par exemple, pour le projet Latento, qui avait été, lui, imaginé par une artiste, où il fallait développer un système de GAN pour les initiés, où on a collaboré avec des recherches préliminaires de Lumons, de transformation de style, et donc ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré. On a fait à un moment un chatbot pour un projet Universcience, donc Cité des sciences et de l'industrie à Paris, où les gens pouvaient discuter avec une intelligence artificielle. Et l'idée, c'était aussi de détourner le concept. Les gens pouvaient donc chatter sur une application, mais après, ils pouvaient venir sur place. Et on avait une projection d'une silhouette qui reflétait l'identité de la conversation qu'on avait eue, donc un style. C'était l'idée de venir à la rencontre de l'intelligence artificielle. Ici, on a eu des demandes d'utiliser ce qu'on appelle le deepfake ou des choses comme ça, donc des musées qui voudraient représenter des choses qui n'existent pas ou qui n'ont pas existé. Dans tout ce qui est transformation de style, nous, on essaie à chaque fois que les gens soient acteurs de l'expérience. Et c'est vrai qu'on l'a vu ici avec le ChatGPT ou des choses comme ça, quand les gens ont pu essayer aussi. Les interfaces qui permettent de simplifier, qui ne demandent pas d'avoir appris un programme informatique en long, en large et en travers pour pouvoir interagir avec du contenu. Mais parfois, l'intelligence artificielle, ça permet aussi de faire ça, et que les gens aient l'impression qu'ils créent vraiment des choses avec leur input, sans que ça ne soit trop compliqué, parce que voilà, là, on est dans un contexte où ce sont des expositions, ça doit aller vite, etc. Et donc, il y a moyen d'avoir des choses intéressantes, des choses interpellantes qui sont faites en utilisant l'IA, mais que ça soit pour, même dans les phases de conception, maintenant pour la génération de textes, parfois des exemples. On a dû faire, pour une exposition World of Mind sur les illusions, on a dû produire pas mal de textes préliminaires sur comment fonctionne l'oreille, comment fonctionne la vue, comment fonctionne... Et avec ChatGPT, juste demander des choses qu'on ne reprend pas telles quelles, évidemment, mais qui permettent de changer de style aussi, dire comment tu expliquerais ça à un enfant de 4 ans, comment tu expliquerais ça, et ça permet d'avoir différentes vues aussi. Et dans le process de création, c'est intéressant de pouvoir utiliser ces outils-là, je pense, pour vraiment énormément de choses. Ici, on a aussi des demandes parfois qui viennent de clients. Ici, c'est plutôt des organisateurs d'événements qui veulent de l'IA et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en IA? Beaucoup de choses. Il va falloir être un petit peu plus précis. Qu'est-ce que vous voulez en faire et pourquoi? Mais donc, on imagine plein de choses, de la génération de poèmes sur mesure en prenant certains mots-clés que les gens pourraient entrer, mais qui rentrent dans une thématique. On est aussi sur tout ce qui est transformation d'images en temps réel, des photobooths un peu plus sympas, un peu plus intelligents, qui sont personnalisés. Je disais tout ce qui est deepfake ou faire... Les photobooths, c'est la transformation de l'image. Oui, c'est ça. Donc, imaginez qu'on se prend en photo et puis après, on a sa photo avec un style spécifique. Des choses un peu plus... c'est des choses qu'on a déjà commencé à avoir il y a quelques temps maintenant, mais il y a moyen de faire des choses de plus en plus poussées dans ce domaine-là.
que ça soit en synthèse de son, en reconnaissance de parole aussi, et utiliser tous ces outils pour que les gens ils puissent, dans les interfaces, que ça change un petit peu. Si on parle et que ça reconnaît automatiquement et qu'il y a des choses qui sont retranscrites, ça permet d'interpeller aussi les gens. C'est différent ça que si on doit arriver devant un écran avec un clavier et qu'on doit rentrer du texte. Ça casse un peu la magie aussi, et donc parfois ne pas comprendre comment ça fonctionne, ça fait partie de ce que ça permet de faire aussi. En reconnaissance de forme aussi, on a travaillé à un projet où on a des interfaces où on pose des blocs de mousse sur le sol de différentes formes, et en fait les formes sont reconnues automatiquement, et puis on a un mapping. Alors c'est sur la biodiversité, donc on a une forme de cacahuète qui devient automatiquement une mare, puis après on a une forme carrée qui est un nichoir, et puis on a un rectangle, et là c'est une haie, et puis on voit automatiquement tout ce petit monde qui est peuplé avec des animaux. Plus il y a de formes différentes, au plus on a des choses qui apparaissent. Et donc voilà, c'est aussi de l'intelligence artificielle qui permet de faire de la reconnaissance de forme et qui permet de faire des interfaces qui sont plus intelligentes, qui sont plus intuitives, quand c'est bien utilisé. Ça, donc, en fait, d'abord, on a les chercheurs avec Numédiar qui travaillent directement sur l'IA et puis qui vont voir ce qu'on peut faire avec. Et puis, il y a des sorties qui se passent, même au sein d'ailleurs de l'Institut de recherche. Il y a de la création qui peut être artistique ou culturelle, ou qui peut servir au culturel. Et puis, ici, il y a deux choses chez vous. C'est que vous avez d'un côté des demandes où on va dire on va travailler sur l'IA et on veut que ce soit étiqueté, donc l'expérience soit étiquetée IA. Donc le musée veut, oui, mais là maintenant on aimerait bien avoir. Ça fait partie du branding voilà. aussi, ça fait partie des mots-clés un peu. Ça. Mais dans le reste, en fait, l'IA vient quasi en soutien et consolide ou rend magique certaines choses que vous aviez pensé avant, en fait. Et elle va de plus en plus intervenir en fait dans chaque chose. Il y aura des petites briques qui vont automatiser. Tout à fait, c'est ça. À plein d'endroits différents. Enfin, ça peut être de la reconnaissance de gestes, de la génération d'images, de la reconnaissance de parole, la synthèse de parole, que ce soit en conception ou dans la manière dont on récupère les informations qui viennent des gens. Tout est envisageable, et c'est l'essence de ce qu'on fait. On essaie que les gens soient acteurs de l'expérience, et donc pour qu'ils soient acteurs de l'expérience, il faut quelque part que la machine qui est l'interface entre les contenus et les gens comprennent un peu ce qu'on lui veut. Alors là-bas, c'est l'écran tactile ou le clavier souris, mais il y a moyen de faire d'autres choses aussi, et pour ça, l'IA permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles avant, qui n'étaient pas aussi robustes. Thierry, tu parlais de reconnaissance de parole, c'est ça aussi, des choses qui explosent maintenant. Après, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, pour savoir dans quelle mesure ça va fonctionner et dans quelle mesure ça ne va pas fonctionner, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'un système qui se dit intelligent et qui ne fonctionne pas, où on a envie de dire « donnez-moi la souris, que je puisse cliquer où j'ai envie et que ça fasse ce que j'ai envie ». Mais par contre aussi avec la magie, donc l'effet wow, l'effet wow part très vite aussi, et donc on en revient aussi à une course, c'est-à-dire que ça va être de plus en plus magique. Enfin, la magie ne va pas rester. Et donc, évidemment, avec ChatGPT, maintenant, on est habitué, ChatGPT et autres, à avoir quelqu'un qui nous répond de manière fluide et intelligente. Et donc, maintenant, on y est habitué. Donc, il y a des choses qui se révèlent et qui étaient complètement impensables il y a 3 mois. Donc, moi, j'ai fait des recherches. Là, je suis repassé sur des choses que j'avais loupées. Et j'ai dû finalement mettre une date, en fait. J'ai dit avant cette année, parce que quand je remontais il y a 3 ans, il y a des choses qui se disaient qui étaient complètement dépassées par rapport à maintenant, alors que ChatGPT existait déjà et que voilà, c'est juste qu'il y a eu quand même une acceptation de choses qui n'étaient pas du tout acceptables avant. On se disait mais ça c'est irréalisable. Et donc les gens, on s'habitue, le public s'habitue, et donc il faut... Bien sûr, c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de dire que les technologies, que ça soit l'IA ou autre, c'est un moyen et c'est pas une fin. Si on voulait faire un démonstrateur, on se dit jamais « Oh, c'est génial ce que ChatGPT veut faire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour en faire une installation ?» On fait pas des démonstrateurs, ça n'a pas de sens, parce que sinon, voilà, c'est comme les casques de VR au début, tout le monde voulait l'essayer parce qu'on n'en avait jamais vu, et que le contenu à l'intérieur soit intéressant ou pas, ça n'avait pas tellement d'importance. Quand on l'a fait 2 fois, c'est bon, quoi. Enfin, on va pas le faire. Et donc, vraiment, ce qui est important, c'est quel est le contenu, quelle est l'histoire qu'on raconte, quelle est l'expérience qu'on fait vivre aux gens. Et pour ça, on utilise une technologie ou une autre. Mais c'est pas, on ne part pas de la technologie en disant il y a cette technologie géniale, il faut que j'en fasse quelque chose et qu'est-ce que je vais en faire, quoi. C'est pas la même, c'est pas du tout la même approche, je pense. Si je peux intervenir là-dessus, il y a une très belle application de ça qui est Admuse, l'installation dont on parle là sur le mur, qui est une installation qui a été conçue par une étudiante en muséographie, quelqu'un qui n'est pas du tout ingénieur à la base,
qui est venu nous trouver, qui a décidé de faire une thèse à Lumons, mais pas côté ingénieur, côté sciences humaines. Et puis elle s'est associée avec le CLIC, avec Numédiar. Elle a eu l'idée d'un jeu qui est installé, qui est peut-être encore installé d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore là. Oui, je pense qu'il est encore là. Ouais. Donc un jeu où on interagit avec Saint-Georges le dragon et les personnages principaux du Doudou. Et donc l'idée de départ, c'était le jeu est intervenu par après la technologie, mais on n'a pas voulu faire une démonstration technologique. C'est d'abord l'idée du jeu, ensuite la technologie. Bon, il se fait qu'elle fait une thèse, parce que c'est quand même une thèse de doctorat, donc sa thèse, c'est mesurer l'effet du jeu, c'est-à-dire essayer de voir un petit peu dans quelle mesure les visiteurs se souviennent de ce qu'ils ont vu en fonction de la façon dont ils ont visité le musée. Donc il y a quand même une recherche derrière. Et puis une fois que ça a été fait, une fois qu'on a pu penser à tout ça, Overtoon est intervenu pour finalement réaliser l'installation et la maintenir, surtout parce que la maintenir, c'est quand même un vrai boulot. Pour que ça marche toujours. Ça marche toujours. Ça marche toujours. En tout cas, la partie que nous on a faite. Voilà. Ok, on va passer doucement vers la définition, parce que donc Nicolas est journaliste, donc il va se présenter, et moi je l'ai découvert. Si tu veux bien, je vais juste, voilà, que je vous conseille d'ailleurs d'écouter. Je vais vous faire juste écouter le trailer. Est-ce qu'on est en train de... 2023, ça sera l'année de l'IA générative. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution? Moi, ce que je dis, c'est que la révolution a déjà eu lieu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout. Jusqu'ici dissimulée dans les coulisses techniques du web et de nos téléphones, l'intelligence artificielle vient de faire une entrée fracassante sur la place publique. La société, elle n'est pas prête. Si cette nouvelle intelligence artificielle fait parler d'elle, c'est surtout parce qu'elle sait aussi tenir une conversation avec vous, ou même rédiger une plaidoirie d'avocat en 10 secondes chrono. Sous le feu des projecteurs, ChatGPT, un assistant numérique qui a absorbé la quasi-totalité des connaissances humaines numérisées, une technologie ultra puissante, accessible à tous, une grande première. Si c'est bien régulé, ce seront des objets extrêmement utiles pour notre société. Cette technologie est appelée à progresser de façon extrêmement forte. Suffisamment doué pour réussir l'examen du barreau de New York, ChatGPT déraille pourtant quand on lui demande quelle est la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule. Sa réponse, l'œuf de vache est plus gros. Il impressionne donc autant par ses connaissances encyclopédiques qu'il déçoit par sa bêtise ou agace lorsqu'il invente tout simplement des réponses. Mais l'essentiel est ailleurs. ChatGPT n'est que l'arbre qui cache la forêt magique de l'intelligence artificielle. Des risques de propagande, de mensonges qui pourraient même fragiliser nos démocraties. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont voués à disparaître? En trame de fond, la crainte et le fantasme d'un remplacement de l'homme par la machine, avec des conséquences majeures pour la société, l'économie et la démocratie. On se rue là-dessus en faisant à chaque fois la même erreur qu'on a fait pour les technologies précédentes. Et moi, je préférais maintenant me poser les questions avant. Il y a là une espèce de folie d'aller si vite. En 3 épisodes, l'Écho vous propose de comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle pour faire le tri entre les opportunités, les risques et les fantasmes suscités par cette technologie. En clair, l'intelligence artificielle. Étape par étape, le podcast En clair vous embarque au cœur d'une révolution technologique majeure, une révolution appelée à bouleverser en profondeur le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, donc ces 3 épisodes que je vous conseille, donc ils sont sortis en juin. Maintenant, il faut donner la date. J'aimerais bien que d'abord tu te présentes, et j'aimerais bien que tu nous présentes aussi ce que tu as fait autour de ça. Enfin, qu'est-ce qui d'autres choses. Et après, on reviendra juste. Je vous montrerai une œuvre d'il y a 5 ans qui montrait une IA, et on partira de là pour un peu définir. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Becquet, je suis journaliste et je suis responsable du développement numérique à l'Écho. Donc, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années à la transition numérique des médias et du journalisme. Donc, comment, en tant que média, on peut rester à la page et continuer à transmettre l'information d'une manière pertinente dans un flux permanent qui est alimenté par les réseaux sociaux et le divertissement. Et donc j'ai été amené à réfléchir et en même temps à agir en faisant des expérimentations, des tests et en essayant de détourner des technologies au fur et à mesure qu'elles sont apparues pour les mettre au service de l'information. On peut parler des drones, de la data visualisation, de la réalité virtuelle ou des choses de dispositifs
Comment ? Le métaverse, ça, j'ai pas expérimenté directement pour l'éco, mais c'est très important de savoir comment les gens, justement, interagissent avec ces technologies-là. Est-ce qu'elles peuvent apporter quelque chose, au-delà de l'effet de nouveauté et de l'effet waouh. Donc, voilà. Et donc, parallèlement, je suis aussi professeur invité à l'UC Louvain en journalisme. Et je donne un cours depuis une bonne dizaine d'années sur le Mojo. Alors, le Mojo, c'est Mobile Journalism, c'est tout ce qu'on peut faire avec un téléphone. Et il y a 10 ans, c'était déjà une révolution et ça donnait une autonomie folle aux journalistes, que ce soit la prise de son, de la vidéo, du montage, la communication directe sur les réseaux sociaux, le live, on en parlait beaucoup à l'époque. Et c'est resté un objet assez impressionnant qui a embarqué aussi beaucoup de technologies de type IA dedans. Et donc, ça a pu aussi aider certains journalistes, que ce soit ici en Europe, mais aussi en Afrique ou dans des pays où il y a moins d'infrastructures ou de médias développés, à avoir une autonomie, à pouvoir délivrer de l'information. Donc voilà. Et cette année, depuis 2 ans, il y a un cours à l'UC Louvain qui est prototypage de produits de presse. C'est des petits groupes d'étudiants qui viennent tester une idée. Ils ont un challenge. Et cette année, je leur ai demandé, par exemple, de travailler sur la production d'une bande dessinée à destination du web et d'Instagram. En fait, c'est devenu pour Instagram, avec Midjourney, qui est une intelligence artificielle qui permet de créer des visuels de tout le type. Et donc, ils ont fait un travail pendant 4 mois, c'est quelques cours par semaine évidemment, où ils ont appréhendé ce que c'est que Midjourney, une intelligence artificielle, comment on communique avec elle, comment on lui pose des questions pour recevoir un contenu visuel qui permet de raconter une histoire journalistique. En l'occurrence, c'est 2 BD de 10 cases sur le changement climatique et les pratiques numériques. Donc voilà, donc c'est pour donner un contexte global. Et pour l'éco, eh bien, je me suis penché effectivement sur l'intelligence artificielle qui a explosé. Alors moi, je ne suis pas ingénieur. Moi, je l'ai découvert quand on n'a pas eu besoin de coder ou de comprendre comment elle fonctionnait pour l'utiliser. Et j'ai découvert en même temps, à peu près que tout le monde, en même temps qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, quand ça a explosé. Et voilà, j'ai essayé de transmettre... Qu'est-ce que l'intelligence artificielle à un public, au grand public, aux lecteurs de l'écho, mais aussi un peu plus largement, en faisant 2 choses. Un podcast en 3 épisodes. J'ai oublié de dire qui tu avais invité, mais c'était Antonin Descamps. Voilà. Oui, c'est un chercheur. Oui, il a travaillé, un ingénieur qui a travaillé longtemps sur la compression vidéo et qui est maintenant en fait prof en journalisme et communication sur les questions d'innovation à l'UC Louvain. C'était très intéressant d'avoir son point de vue, puisqu'il est ingénieur, mais en même temps il est journaliste. Et donc les journalistes sont... on en avait parlé un peu avant quand je vous ai eu au téléphone. Il y a donc l'artiste Rose qui devait venir, qui à un moment me dit... moi, je ne représente pas tous les artistes. En fait, si on me demande mon avis sur l'intelligence artificielle, je ne représente pas tous les artistes. Donc, voilà. Et j'ai dit non, c'est pas grave, c'est ton point de vue. Et ton point de vue est acceptable. Par contre, par rapport à Nicolas, quand il est dans son rôle de personne, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire c'est son point de vue sur l'intelligence artificielle. Quand il est dans son rôle de journaliste, évidemment, et qu'il dit, voilà, l'intelligence artificielle, c'est ça. Et surtout pour l'éco, ça, évidemment, ça a plus de poids et donc il doit faire attention. Et là, ce qu'il y avait de très intéressant avec la personne qui fait les trois podcasts, 2 épisodes sur 3. Oui, c'est ça, 2 épisodes sur 3. C'est que justement, il a une casquette, un panel très large de là où il doit faire attention et de réflexion. Être journaliste, c'est savoir poser les bonnes questions, en général, c'est ce qu'on dit. On n'a pas toujours les réponses, mais on trouve des gens pour nous aider à les trouver. Et si tu avais remis l'autre, donc j'ai aussi fait quelque chose qui était... parce que je me suis questionné, évidemment, je peux avoir un point de vue, mais donc pour définir ce qu'était l'intelligence artificielle, en fait, j'ai co-rédigé cet article avec ChatGPT. Donc j'ai fait vraiment cette démarche de lister des questions. Mais évidemment, donc là, dans le résultat, par exemple, on voit la réponse de ChatGPT, mais il y a aussi toujours un commentaire du journaliste, donc en l'occurrence moi, qui remet en contexte la réponse, pour voir s'il y a des erreurs, pour expliquer s'il peut y avoir des biais sur ces réponses, etc. Mais évidemment, je n'ai pas juste posé quelques questions pour rédiger cet article à ChatGPT, j'ai fait
tout le travail qu'un journaliste peut faire, un journaliste sérieux en tout cas, d'information, de croisement des sources, des questions techniques qui peuvent être assez complexes. Et donc, c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir un regard critique sur les réponses de ChatGPT, sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une démarche réflexive. Et donc, effectivement, c'est un point de vue, mais que j'ai essayé de croiser avec des questions de base pour donner aussi des éléments à chacun pour comprendre son fonctionnement et quelles sont les perspectives, puisque effectivement, il n'y a pas une intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles. Et c'est intéressant de savoir pourquoi, en fait, aujourd'hui, on en parle autant. C'est vraiment une conjonction de facteurs. C'est d'une part le volume de données disponibles. Quand on dit que voilà, ChatGPT a absorbé les connaissances de l'humanité, en tout cas celles qui ont été numérisées via le web, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est les capacités de calcul, donc vraiment la puissance informatique pour pétrir cette matière-là. Et le troisième point, c'est ce que vous disiez, c'est le deep learning ou l'intelligence artificielle profonde, c'est-à-dire l'autonomie dans l'apprentissage. Le moment où, au lieu de donner une série d'instructions pour programmer une machine, eh bien, on va lui dire, par exemple, on prend souvent l'exemple du chat. Il y a 10 ans, pour reconnaître un chat, on aurait dit, enfin vous me corrigez, mais c'est un animal qui a des oreilles pointues, qui a une fourrure, qui peut avoir des moustaches, etc. On lui aurait donné ça, un jeu de données, il aurait dû répondre est-ce que oui ou pas. Et du coup, on peut avoir un raton laveur dedans, on peut avoir différents félins qui vont se retrouver et ça ne sera pas un chat. La différence avec le deep learning, c'est que c'est l'intelligence artificielle qui va chercher des patterns, des caractéristiques dans une série de photos, d'images qu'il va avoir, et il va déduire qu'à un moment, il y a des traits communs, et on va pouvoir faire du renforcement, c'est-à-dire lui dire, est-ce que c'est vrai, oui, tu t'es trompé, tu t'es pas trompé, mais il va le faire de manière automatique. Et ça ouvre évidemment des perspectives énormes. C'est comme nous, on m'entend, oui. C'est comme nous, en fait. Quand nous avons appris à reconnaître un chat, on n'a pas reconnu un chat parce qu'il avait des oreilles pointues. C'est venu après, ça. On a d'abord reconnu un chat parce qu'on l'a vu et parce qu'on a... Voilà, il y a eu cette espèce de truc magique qui fait que tout à coup, on est capable de reconnaître un chat. Et puis plus tard, on met le langage dessus et on explique. D'ailleurs, un des défis de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire être capable de reconnaître un chat et puis d'expliquer pourquoi on a reconnu un chat. Qu'est-ce qui fait qu'on a reconnu un chat ? Et donc, transmettre ce savoir à d'autres, à des humains, bien sûr, mais à d'autres machines aussi. Ce qui est vraiment un beau défi aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème de la boîte noire, qui est la boîte noire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, une boîte noire, c'est on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas tout à fait ce qui se passe à l'intérieur. Des boîtes noires, on en a plein. Il y a des boîtes noires, ça c'est une boîte noire. Hein, on sait pas. Moi, je pourrais pas l'expliquer en tout cas. Et en plus, de toute façon, il faut le jailbreaker pour rentrer dedans. Donc, des boîtes noires, il y en a plein. Mais là, on construit quelque chose, on le fait, et même pour celui qui le construit, ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas tout à fait clair. Et je peux juste ajouter, parce que ce qui m'a marqué dans les recherches que j'ai faites, parce que je ne connaissais rien au début, je connais un peu plus aujourd'hui, c'est le rapport qu'on peut avoir à l'intelligence artificielle, ou en tout cas les représentations. On dit il, elle, déjà on la personnalise, on la personnifie, comme si elle était dotée d'une volonté propre, d'une conscience. Alors, c'est le fantasme de l'intelligence artificielle générale qui va avoir un plan machiavélique en tête pour supprimer les humains, mais c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Et à travers ces contributions, on va dire, c'était de dire non, l'intelligence artificielle ne pense pas, donc l'analogie avec les humains déjà s'arrête, elle calcule. Et ça, c'est vraiment important pour démystifier, de dire, OK, c'est autre chose, c'est un processus technique, statistique qui se passe, et ça enlève déjà beaucoup de choses. Et on ne parle pas à ChatGPT, voilà, on a du vraisemblable, on a l'impression d'avoir une conversation, mais en soi, ce n'est pas une conversation, c'est juste un rapport entre une machine qui fait de la prédiction et un humain. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est cette collaboration entre les deux qui peut donner justement une forme de créativité. Alors moi, en venant ici, j'ai écouté avec philosophie, donc c'est une émission sur France Culture, sur l'IA, et elle n'est pas très... elle date d'il y a peut-être 5-6 mois maximum. Et le dernier chapitre, par exemple, il y avait un grand philosophe qui était qui disait complètement l'inverse de ça. Voilà. Il disait, il y a des objets qui pensent. Il disait même que un doudou
peut être... voilà. Et de l'autre côté, il y avait une philosophe qui disait oui, mais non, voilà. Et c'était très compliqué, en fait, de définir ce qu'était le vivant, par exemple. Qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui n'est pas vivant, qu'est-ce qui a des sentiments ou pas, est-ce qu'on peut les définir et tout ça. Et donc, en fait, oui, bien sûr, les machines ne ressentent pas pour le moment, mais est-ce que les sensations qu'on a, nous, on pourrait les questionner aussi. Et donc, enfin, c'est pas si simple, en fait, dès qu'on gratte un petit peu. Et donc, c'est vrai que, pour le moment, oui, l'intelligence artificielle, on a dit intelligence, et d'ailleurs, on va essayer de définir un petit peu plus ce que c'est. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc j'avais vu ça, c'était il y a 5 ans. C'est une œuvre de Waltz Biner qui est un studio qui fait des œuvres formellement très clean et qui là encore a fait un projet qui est esthétiquement... d'ailleurs, la vidéo commence comme ceci, vous allez voir l'œuvre arrive, vous voyez, une esthétique épurée et en même temps grandiloquente. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un grand écran de ce côté-ci. De l'autre côté, vous avez ce qui est rond là, vous avez un miroir. Et donc là, on voit ce qui se passe, parce que de l'autre côté, il y a un ordinateur. Voilà, vous avez un ordinateur avec une caméra, 2 caméras en fait. Et donc, de l'autre côté de cet écran, il y a l'ordinateur avec une caméra qui va scruter l'ordinateur et la caméra, etc., dans un miroir. Et donc, c'est présenté, je m'embrouille un peu parce que c'est présenté comme une IA qui se regarderait. Et donc, qui essaye de trouver à quoi ça lui fait penser. Donc, elle regarde des détails, elle peut zoomer, et donc elle se regarde, une IA qui se regarde. Ça s'appelle Narcisse. Et donc, moi, je l'ai vu, c'était assez impressionnant. Voilà, esthétiquement, c'est très... formellement, c'est coupé au couteau, c'est très, très bien fait, ça marche. Voilà, elle essaye de regarder et à quoi elle se fait penser elle-même. Or, le problème avec ça, c'est que est-ce que c'est une IA qui se regarde? Donc, on a un cercle comme ça, un peu comme Hall 900 c'est-à-dire notre représentation de l'IA, c'est-à-dire un œil avec un point rouge qui vous regarde. Et donc ça, ce serait l'IA. Mais en fait, l'IA, elle n'est pas là. Vous avez un ordinateur, ça pourrait être un toaster d'ailleurs. Hein. Voilà. Vous avez une carte mère, vous avez ça, mais l'IA, elle n'est pas là. Donc ce n'est pas une IA qui se regarde et qui est en train de penser à ce qu'elle serait elle-même quelque part. Voilà. Donc c'est magnifique, hein, c'est de l'art numérique et ça joue là-dessus. Mais ça nous pose la définition de qu'est-ce que l'IA, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle se trouve. Et donc de l'intelligence. Alors il y avait une phrase que j'aimais beaucoup qui disait que l'intelligence humaine ou l'intelligence artificielle sont 2 inconnus. Donc dire que par exemple l'intelligence artificielle pense totalement différemment de nous, ça serait supposer qu'on sait très très bien comment nous pensons. Or, ça n'est pas si clair que ça. Par contre, quand on code un neurone, quand on arrive à coder ou à regarder, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos là-dessus, ça donne très mal à la tête quand on n'est pas codeur. Mais en fait, on voit qu'effectivement, ça n'est pas tout à fait la même chose que ce qui se passe dans un neurone biologique. On n'a pas la même chose, on a là une charge électrique, tandis que de l'autre côté, on donne quand même des instructions, on crée des croisements et on essaie de dire ça oui, ça non. Voilà. Donc ça n'est pas la même chose. Mais qu'est-ce que ce serait comme définition? Qu'est-ce que vous auriez comme définition, vous, de l'intelligence artificielle? Tu as un peu abordé ça avec ce qu'il y avait avant, donc avant que ça ne s'appelle l'intelligence artificielle, ou en tout cas avant qu'on ne mette ce mot partout. Tu avais parlé... Moi, ma définition à moi, c'est la capacité des machines à apprendre par elles-mêmes à résoudre des problèmes complexes ou à effectuer des tâches complexes, de plus en plus complexes. C'est ça. Mais ça n'a
pas de comparaison avec l'intelligence humaine, ou oui? Dans la mesure où nous résolvons des tâches complexes, forcément, C'est c'est lié. C'est lié en tout cas dans l'objectif, peut-être pas dans la façon de faire. Bon, voilà, on ne cherche pas à développer des cerveaux. Ceci dit, il y a des approches de l'IA aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des approches neuromorphiques. Oui. Où là, il y a des gens qui cherchent vraiment à reproduire le fonctionnement du cerveau humain de façon plus proche, enfin plus réaliste. Les résultats ne sont pas très non, mais pas bon, très bons. peut-être ça viendra. Oui, oui. Et puis, il faut savoir, est-ce que l'intelligence humaine est le but à atteindre? Un chercheur demandait ça. Est-ce que l'intelligence humaine est tellement intelligente qu'il faudrait l'atteindre? Est-ce qu'il n'y aurait pas une intelligence plus efficace dans un cadre donné? Voilà. En tout cas, ce n'est pas le but à atteindre. Il n'y a pas de raison. Les avions ne battent pas des ailes, donc bon. C'est ça. Non, moi, j'allais juste dire que, comme dans beaucoup de choses dans les technologies, on est ici, c'est un processus d'évolution, et donc dans plein de domaines, on s'est inspiré de ce que la nature a fait évoluer pendant un certain temps pour que ce soit dans les structures de matériaux, etc. Et pour l'intelligence artificielle, il y a aussi toutes sortes de choses. Quand on fait le parallèle entre un neurone et un neurone, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça aussi. D'ailleurs, les neurones dans les modèles d'intelligence artificielle. Donc oui, il y a des choses, mais ça reste des représentations qui sont plus simples. Pour l'instant, la nature est quand même encore plus compliquée que ce qu'on fait. Derrière sont des chiffres, etc. C'est juste qu'effectivement, les modèles deviennent tellement gros, il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte qu'on peut modéliser des choses de plus en plus complexes. Je pense qu'on n'est pas encore près d'atteindre le niveau de complexité non plus d'un cerveau avec toutes les... Mais bon, oui, chaque incrément fait que les systèmes deviennent plus complexes. Il peut faire plus de choses aussi, mais c'est quand même... voilà, ça reste deux choses différentes. Mais comme souvent, on s'inspire de ce qui fonctionne dans la nature et qui évolue vers ça pour voir comment ça peut s'appliquer et puis ce que ça peut donner avec les limites et les différences que ça peut avoir. Ça, en tout cas, les intelligences pour le grand public, qui sont à destination du grand public, elles, on essaie de les faire ressembler à un être humain, ou en tout cas à ce qu'on puisse interagir avec lui de manière simple et naturelle. Oui, mais parce que pour moi, c'est un petit peu comme pour ChatGPT et comme toutes les interfaces. Maintenant, votre téléphone, c'est presque une extension de votre pouce, vous ne devez pas réfléchir. Si on vous demande maintenant d'interagir avec quelque chose qui a un facteur de forme complètement différent, il y a toute une phase d'apprentissage de l'interface qui vient et qui rend la communication plus compliquée. Le clavier, on a tous l'habitude d'avoir le clavier comme il est maintenant. Si on vous donne un clavier ergonomique qui serait en fait beaucoup mieux et beaucoup plus rapide, au début, c'est impossible de s'en servir parce qu'en fait, vous n'avez juste pas l'habitude. Et donc ici, pour moi, c'est la même chose. Quand on dit qu'on va communiquer avec des grandes bases de données en faisant un dessin, c'est parce qu'on a tous appris depuis longtemps à faire un dessin. Par contre, on vous demande de faire la même chose dans l'air plutôt que sur une feuille, c'est pas quelque chose que vous avez appris. Le fait d'avoir un point d'appui, c'est quelque chose qui est naturel. Si vous devez faire un dessin dans l'air et qu'on dit c'est génial parce que du coup vous allez pouvoir dessiner en 3D, ce sera beaucoup plus intuitif, mais pas du tout, parce qu'en fait c'est pas ça qu'on a l'habitude de faire. Quand on parle avec ChatGPT, on lui parle en langage comme on a l'habitude de parler avec quelqu'un d'autre, parce que ça nous évite d'avoir à apprendre une nouvelle manière de communiquer qui serait potentiellement plus performante, mais qu'on devrait seulement apprendre pour ça. Le code déjà, est plus performant oui, normalement pour parler avec la machine. Oui, c'est ça, mais c'est pas quelque chose dans lequel on est fluent, qui vient naturellement, et donc forcément repartir pour tout ce qui est des interactions sur des modes d'interaction qu'on a intégrés depuis qu'on est tout petit, ça permet d'évacuer toute une partie de la complexité, et c'est ça qu'on demande aussi à l'intelligence artificielle, c'est de s'adapter aux modes d'interaction que nous on maîtrise déjà, plutôt que nous devoir faire l'apprentissage de nouveaux moyens d'interagir avec. C'est pour ça aussi que ChatGPT pour moi a fait tellement de bruit, c'est que ça devient plus facile, il n'y a plus besoin d'être codeur et de devoir installer un truc sur sa machine avec des plugins, des machins qui fonctionnent quand ils veulent bien. Là, c'est tout le monde y a accès, et comme tout le monde y a accès, ça change beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, parce que justement, il n'y a plus cette barrière d'entrée et qu'on peut plus ou moins tous le tester. La première fois que j'ai utilisé ChatGPT, c'est ma petite anecdote, à la fin, j'ai eu envie de lui dire merci parce qu'il m'avait répondu. C'est très bizarre parce que c'est ces modes d'interaction qu'on a l'habitude de faire. Donc, on demande quelque chose à quelqu'un. C'est un petit peu comme un chat, ça ressemble à WhatsApp ou ce que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Et donc, vous demandez quelque chose, on vous répond. Moi, à la fin, j'avais envie de lui répondre effectivement que je sais très bien que c'est pas quelqu'un derrière et que ça ne change rien. C'est juste ces modes d'interaction naturels où on se rend compte qu'en fait, on a des formes d'automatisme qui viennent aussi quand en face de nous, on a quelque chose qui devient suffisamment plausible pour qu'on puisse croire, même si on sait que c'est pas vraiment quelqu'un derrière, mais suffisamment plausible pour que ce soit une vraie interaction. C'est ça.
C'est pour ça qu'on appelle ça des chatbots conversationnels, hein, et c'est vrai que c'est bluffant et on a tendance à attribuer une personnalité ou un échange réel et dire merci, moi je disais bonjour, enfin bon voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot d'interface, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on prend Midjourney donc pour créer des visuels, pour avoir testé, pour avoir créé cette image ou d'autres images, et tout ça, ça demande en fait des compétences importantes. Comment bien lui poser la question? Et puis ça demande aussi des compétences du domaine photographique. Quel type de lumière, quel type de composition, quel type d'objectif, quel rendu, et en fait on arrive à des instructions qui peuvent faire des pages et des pages entières, alors qu'au début on nous dit c'est assez simple. Et il y a quand même, pour tester quelques programmes, que ce soit pour faire des présentations, où il y a plein, tout s'appelle .ai maintenant, parce que voilà, en fait ça s'arrête très vite. C'est très difficile au début. La démo, ça a l'air extraordinaire, super simple, mais je trouve qu'on s'arrête vite dans la compétence, parce que en fait, ça demande d'ajuster, d'avoir d'autres compétences hors de la simplicité qu'a ChatGPT de poser une question en langage naturel. Et il y a encore cette hype de croire que tout est simple, que les interfaces sont très fluides. Et en fait, si on va un peu plus loin, au-delà des démos, l'effet waouh s'arrête très très rapidement. Voilà. Et ça se recomplexifie. En tout cas, ChatGPT depuis pas mal de temps déjà n'est plus en question simple. On peut faire des questions et des réponses simples, mais on peut aller jusqu'à l'arbre de pensée, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est très complexe à mettre en place et qui est en fait du code en langage naturel, mais en fait on revient à coder dans ChatGPT pour avoir des réponses plus précises. C'est-à-dire que maintenant, je pense quasi tout le monde, quand il va avoir une réponse sur les pingouins, il va dire à ChatGPT, il va commencer en lui disant « Tu es un spécialiste des pingouins, tu es universitaire, tu as 10 ans, et donc ChatGPT va être cadré. » C'est ce qu'on appelle le prompt. Ouais. Et ce prompt, maintenant, va jusqu'à vraiment... on achète des prompts, donc il y a des gens qui créent des prompts, il y a des gens qui hackent des prompts, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du prompt, ils vont mettre des instructions cachées pour que ChatGPT révèle des choses qu'il ne devrait pas révéler. Enfin, je veux dire, il y a toute une économie du prompt. Donc simplement du cadre dans lequel on va poser la question qui s'est développé et qui est assez folle, quoi. Voilà. Mais je pense en plus qu'on a eu tous une utilisation assez basique. Moi, j'ai regardé plusieurs fois des vidéos YouTube de personnes qui créent des modèles, en fait, qui ont des conversations peut-être ou des instructions pendant 20 minutes, parce que tu fais ceci et après tu fais cela, et là on retombe dans la programmation, dans l'aspect, etc., et que c'est pas accessible pour tout le monde. Non. Et donc oui, ce premier niveau, on peut lui poser une question, il va répondre avec du texte, bientôt avec de la voix, ça sera très 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 simple, mais on exploite 0,01% de ses capacités, et il faut apprendre. En fait, c'est une éducation, et je pense que c'est aussi un enjeu d'éducation aux médias avec les plus jeunes, de leur dire ok, tu as une réponse simple là, mais attention, qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les biais, comment bien poser une question, comment donner du contexte à cette question. Et voilà, et pour le coup, je prépare une formation pour les journalistes de la rédaction. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Il ne pense pas, il calcule. Et 2, il faut lui poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et comme je mets dans les coulisses de l'article, si on veut être sûr qu'une réponse est correcte, il faut déjà avoir cette réponse avant de lui poser. Parce que sinon, si on commence et qu'on ne connaît rien, vous disiez le fonctionnement de l'oreille, il va peut-être nous faire quelque chose de très vraisemblable, etc. Alors que ce sera faux, parce que lui, il dira que c'est potentiellement vrai, parce que voilà, c'est une probabilité, quoi. Oui, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que, évidemment, maintenant, ça commence à se savoir, mais même aujourd'hui, ChatGPT est présenté comme quelqu'un qui peut passer, par exemple, le bac de philo, voilà. Or, la base de ChatGPT, c'est bien de le rappeler, parce que c'est une intelligence artificielle qui va prédire le mot suivant. Donc ça, c'est son but, c'est de pouvoir prédire le mot suivant. Après, ça s'allonge. Mais n'empêche, la case, c'est toujours le mot suivant. Et donc, forcément, c'est ce que tu viens de dire, c'est que ça peut avoir l'air réaliste, comme par exemple quand on lui demande de citer les sources sans le brancher à Internet, puisque maintenant on peut sortir, on peut le brancher à Internet, etc. Mais grâce à des plugins, puisque les plugins sont entrés dans ChatGPT. Donc là, mais si on lui demande de citer des sources, eh bien, il va penser le mot suivant et il va dire voilà, n'importe quoi. Ou si on lui dit Jacques a découvert l'Amérique voilà, et il va compléter voilà, parce que pour lui,
la phrase grammaticalement et au niveau du sens est juste. Et à partir de ce moment-là, son but ce pourquoi il a été fait n'est pas celui pour lequel on l'utilise. Et donc, du coup, toutes c'est-à-dire ces dizaines ou ces centaines d'articles qui se moquent de ChatGPT voilà. Évidemment, quand on le lit, on se dit mais il y a quelque chose qui a été mal compris du côté des médias qui relaient ça, et c'est très compliqué à faire autrement parce qu'en fait, même ici, si on commence à expliquer plus profondément, tout de suite, on arrive à notre niveau d'incompétence. Encore aujourd'hui, même si on facilite, même s'il y a du conversationnel comme ça, si on veut l'utiliser mieux, ça demande, on revient dans le code. C'est un code en langage naturel, mais on revient dedans. Ouais. Je voulais compléter parce que c'était intéressant de savoir si l'objectif c'est d'avoir une IA qui réfléchit, ou en tout cas qui a la même structure du cerveau humain. Déjà, pourquoi en fait, ça serait quoi l'intérêt? Par contre, il y a un enjeu, je pense que, et comme ce que vous faites ici aussi, c'est que l'IA comprenne la manière dont on reçoit les choses et dont on réfléchit, ou les expressions du visage. Ça, c'est un enjeu, mais le fait que ça fonctionne comme un cerveau humain, moi, ça me paraît très probable parce qu'il y a les émotions, il y a l'expérience, il y a tout ça. Et qu'est-ce que ça apporterait de plus, en fait? Qu'est-ce que... Je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose quand il y a le fantasme de reproduire l'humain. C'est justement narcissique. Oui, c'est ça. Alors que l'IA, aujourd'hui, fait des choses que nous, on est incapable de faire dans la quantité d'instructions, dans la complexité. C'est déjà pas mal. Et alors, par rapport justement à ce qu'elle fait, et donc l'autre chose qu'on entend, c'est qu'on entend par des gens qui fabriquent des IA, qui les commercialisent, qui font leur beurre dessus, ou qui ont un intérêt et qui les comprennent. C'est que ça va détruire le monde, la civilisation. Donc, si on passe 3 heures sur les channels YouTube de gens très sérieux, on peut sortir de là en disant bon, ben voilà. Et donc ça, on le fait très bien nous-mêmes, avec le climat. Donc, il n'y a pas besoin de technologie, je pense. Il y a le climat, et en fait, il y a eu, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ah oui, ça, le Statement of AI Risk, c'est-à-dire on atténuait, donc le risque d'extinction dû à l'IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d'autres risques sociétaux tels que les pandémies et la guerre nucléaire. Voilà, donc ça, c'est signé par une centaine de personnes qui sont les plus grands, dont le patron de OpenAI. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui revient souvent, c'est le catastrophisme, on en parle, et on dit c'est le syndrome du trombone là. Si on fait faire si on dit à une IA, ben voilà, tu vas fabriquer des trombones de la manière la plus pertinente possible, eh bien, elle peut être amenée à, par exemple, supprimer les êtres humains pour aller chercher le carbone pour fabriquer ces trombones. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de là où vous êtes? C'est comme toutes les technologies, alors ça dépend ce qu'on en fait, mais alors, heureusement, il y a des actions citoyennes, sociales, politiques, éthiques, juridiques. Enfin, il y a les actes qui est arrivé, il y a plein de choses qui font qu'on va mettre en place des garde-fous pour ne pas que les gens utilisent l'IA pour faire tout et n'importe quoi, notamment des armes, par exemple. Parce qu'on pourrait, on peut. Enfin, c'est clair qu'il y a des gens qui le font, probablement, mais on doit interdire ça, on doit vraiment... au niveau mondial, on doit interdire ces choses-là. Donc on doit réguler. On doit réguler, oui. Mais c'est comme toujours, toutes les technologies. Genre, la voiture, on a mis des limites de vitesse sur les routes pour pas que ce soit trop dangereux. C'est la même chose pour l'IA, on doit mettre des limites sur l'utilisation. Parce qu'on peut faire effectivement des choses potentiellement dangereuses, c'est clair. Mais la question c'est, est-ce qu'on le voudra? On ne le voudra pas. Quelle est la société qui aurait intérêt à éliminer la race humaine? C'est du conspirationnisme pur. Ce que je disais, c'est que l'IA elle-même peut, mais on ne leur laisse pas le choix. L'IA, c'est nous qui la contrôlons, l'IA. Donc, Oui, c'est ça. Il y a cette espèce de fantasme, je trouve que l'IA a une volonté propre. L'IA, c'est quelque chose enfin, c'est du code derrière. C'est pas quelqu'un qui a des émotions, etc. Et donc,
derrière, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend comment on le fait. Et comme disait Thierry, il y a tellement de choses qui peuvent nous tuer. C'est pas celle qui m'inquiète plus qu'une autre. Il y a beaucoup de choses qui ont le potentiel de nuire. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles il peut se passer plein d'horreurs et mutations génétiques. Il y a plein de technologies qui sont développées et qui, si elles ne sont pas bien utilisées, ont le potentiel de faire disparaître la race humaine. Donc voilà, on aime bien le catastrophisme de temps en temps. C'est vrai qu'avant de la disparition de l'humanité, il y a aussi quand même tout ce qui est désinformation, fake news, qui va en fait se développer et qui commence à se développer, puisque ce sont des outils puissants dans certaines mains. Et donc, ça permet de démultiplier l'ampleur, la puissance, que ce soit des arnaques. On voit des arnaques de plus en plus sur des voix synthétiques. Donc, à partir de quelques échantillons de voix de quelqu'un que vous connaissez via des messages WhatsApp, en fait, on est capable de reproduire la voix de façon très fidèle et donc de faire dire ce qu'on veut à cette voix. Et donc, il y a des arnaques. Il y a des mamans. J'ai lu un article qui aux États-Unis, qui a eu un coup de fil de sa fille qui avait 16 ans et qui disait je ne vais pas bien, je suis dans un endroit avec des gens, ils me demandent de l'argent, etc. Et il faut que tu fasses ceci, cela. Et dans l'émotion, dans la crainte, dans la peur, ça s'est fait. Comme à une autre échelle, des fausses vidéos, on parlait de deepfake, donc c'est vraiment ces contenus plus vrais que nature, mais pourtant artificiels ou synthétiques. Zelensky, le président ukrainien, avec une fausse vidéo de lui annonçant qu'il fallait battre en retraite. Et voilà, il y a plein de choses qui vont être détournées. Et il y a une étude notamment qui montre que d'ici 10 ans, plus de 50% des contenus disponibles sur le web seront des contenus créés par des machines, donc des contenus synthétiques. Et à partir du moment où, et c'est déjà le cas, puisque les références de l'e-commerce sur les pulls, les pulls, les chaussures ou quoi que ce soit, ou les annonces immobilières sont produites par des formes d'IA, en tout cas d'algorithmes, etc. Et donc, quand on ne saura plus faire la différence entre une information qui est vraie, qui a été produite par un humain, ou par une machine à des fins spécifiques, alors un humain peut aussi produire de l'information pour des mauvaises fins, mais je veux dire, on sera dans un vrai problème de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui est de la manipulation et tout ça. Donc ça, c'est un phénomène que je vois beaucoup plus proche. Et ça pose la question pour nous aussi, médias. On a toujours du retard sur les technologies, sur les réseaux sociaux, on a eu énormément de retard. Sur le web, on se bat pour être visible, pour être référencé, pour les institutions. Il y a eu énormément de choses, notamment sur l'IVG. Pendant un moment, la France a eu des gros problèmes parce qu'il y avait des sites pro-vie qui étaient très très bien référencés et donc qui faisaient passer des informations fausses parce qu'ils arrivaient avant les sites publics. Voilà. Et donc, il y a une bataille pour l'information, tout ça pour dire qu'il y a une bataille pour l'information, pour la vérité de l'information, pour la labellisation de l'information. Et l'IA aussi a ce risque de prolifération de désinformation. Oui, parce que c'est démultiplié par rapport à l'information qu'on faisait avant. Et donc, on démultiplie, ça crée de la donnée. Et donc, il y avait un point dont je rejoignais ton interlocuteur sur ton podcast, c'était par rapport, il citait le désordre informationnel, et plus que la désinformation. Et ça, je trouvais ça assez intéressant, parce que moi, par exemple, pour les fake news, quand quelque chose est vraiment faux, voilà, c'est vraiment faux, c'est dangereux, mais on peut assez bien vite prouver que c'est faux, etc. Plus ou moins. En tout cas, on peut dire, voilà, y a un autre point de vue qui est celui-là, et ça, c'est une autre réalité, et ça, c'est une réalité alternative, pour citer Trump. Donc, le problème, c'est plus le désordre informationnel, c'est-à-dire que quand quelque chose n'est même pas probable, c'est-à-dire il y a des choses, par exemple le web, on a tous on sait tous plus ou moins ce qu'est le web, ce que ça veut dire. Mais quand on dit qu'on va sur le web, je vais un peu augmenter, voilà. Quand on dit on va sur le web,
c'est pas très juste en fait, parce qu'on ne va pas quelque part. On se dit oui, mais on sait bien qu'on ne va pas sur le web. Il y a encore beaucoup de gens qui croient que par exemple, quand ils voient quelque chose sur leur ordinateur, ils voient quelque chose qui est ailleurs. Or, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, quand tout ce qu'il y a sur notre ordi est sur notre ordi ou transite par notre ordi. Et donc, ce qui fait que les journalistes vont, par exemple, pouvoir utiliser le dark web, le deep web, comme quelque chose qui est quelque part caché, profond. Or, Internet, c'est juste des tuyaux, des ordinateurs et des protocoles. Donc, en fait, on se connecte à un autre ordinateur quelque part. Et en fait, ce n'est pas précis. Et donc, ce genre d'imprécision, en fait, avec l'IA, elle va vraiment augmenter sur des notions qui sont vraiment... où c'est très difficile de venir dire « Ah oui, mais non, c'est faux », parce que ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste. Et donc, voilà à quoi ça me faisait penser, cette notion de désordre informationnel, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus. On ne sait plus, il y a trop, et on ne sait même plus dire qu'est-ce qui est plus ou moins juste ou plus ou moins faux, parce qu'on est abreuvé. Et ça, c'est un risque, effectivement, qui est là. D'où l'importance de la certification des sources, et donc de journaux, des médias importants qui ont pignon sur rue, qui sont reconnus et qui jouent leur crédibilité quand ils publient quelque chose, quoi. Ça a tout son sens. Les IA. Et quoi donc? Et d'IA qui vont vérifier des IA, qui vont être mises pour ça. Oui, aussi, c'est vrai. Ça, de plus en plus, il y a des recherches là-dessus. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, en fait, on essaye de voir ce qui est faux, ce qui est vrai. C'est-à-dire, il y a des IA qui sont spécialisées pour reconnaître si une image a été fabriquée ou pas. Des IA qui... C'est comme les virus antivirus, quoi. Les antivirus, bon, c'est toujours en retard. C'est toujours en retard. Donc c'est une course sans fin, ça. Ouais. Et la dernière chose, c'était par rapport à l'art, puisqu'on était dans un contexte culturel. Il y avait donc Jason Allan est un artiste qui a gagné donc un prix photographique avec une photo qui a été créée par l'IA. Ça a fait tout un scandale. Certains pour, certains contre, certains disent que ça n'a aucun sens. Bon, voilà. Et lui-même dit bon, voilà, c'est fini, l'art est mort, c'est fini, l'IA a gagné, les humains ont perdu. Un autre écrivain sort la phrase l'art IA, ça n'existe pas, enfin c'est n'importe quoi, etc. Donc ça, c'est un débat aussi qui est là, qui se met en place. Le marché de l'art, vu que c'est un marché, il l'a choisi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut faire de l'argent avec quelque chose, on va en faire. Et puis, tout simplement, la première œuvre créée par l'IA a été vendue, je pense, 450 000 €. On peut dire, oui, mais c'est quelqu'un qui l'a acheté pour faire de l'argent par après. Mais non, ça peut être quelqu'un qui avait vraiment envie d'avoir la première œuvre qui a été créée par l'IA et qui l'a acheté, même s'il sait que ça va faire de l'argent après. Donc, vous, par rapport à ça, sur est-ce que c'est de l'art ou pas, est-ce que l'IA est de l'art, est-ce que l'IA fait de l'art ou pas, il faudrait définir l'art. J'allais dire, voilà. Tu parles de définir les choses, on va commencer par définir l'art. On va définir l'art. Dans quelques années, on finira la conversation et on parlera de la suite. Je vais vous définir l'art, comme ça on saura. On dit qu'une société donc, va définir ce qu'est de l'art ou pas. C'est-à-dire que dans 500 ans, aujourd'hui ça va être de l'art, dans 500 ans, quelqu'un va dire mais non, c'est plus de l'art. Donc c'est celui qui regarde, nous les êtres humains qui regardons, qui disons voilà, ça c'est de l'art. Par rapport, voilà la définition. On va prendre celle-là comme ça, elle est simple et elle est cadrée. Donc, est-ce que quelles sont les problématiques qui pourraient, ça pourrait en coincer? Moi, déjà, par rapport au fait, ce qu'on disait tout à l'heure, que l'IA, c'est pas une personne, ça n'a pas une personnalité. Vous mettez un ordinateur là, il va pas commencer à vous sortir des œuvres d'art, quelles qu'elles soient, de soi-même. Pour moi, de nouveau, c'est un outil. Et cet outil, déjà, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Et puis après, il y a quelqu'un qui en a fait quelque chose. Et donc, on voit bien avec les prompts, donner le même logiciel à plein de personnes. Déjà, il va falloir trouver ceux qui arrivent à le faire fonctionner. Et puis après, qu'est-ce que vous en faites? Pour moi, c'est toujours ça la question. Est-ce qu'une banane scotchée sur un mur, c'est plus une œuvre d'art que quelque chose qui a été fait avec un outil comme une IA? C'est une œuvre d'art qui a été vendue très cher. Et voilà, c'est toujours... Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Il y a plein de choses qui ont été faites dans l'art pour provoquer, pour créer le débat, etc. La première personne qui a dit « ça, c'est une œuvre d'art », c'est une volonté artistique qui a retourné aussi. Il y a quelque chose, c'est pas une raison. Pourquoi est-ce que c'était de l'art comme du chant? Oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas Je pense que dire moi je ne touche pas à ça parce que je suis un artiste,
Enfin, je ne comprendrais pas très bien la question parce que c'est toujours OK. Enfin, qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Sur quoi je m'interroge? L'IA, elle fait partie de nos sociétés aussi. Et donc, je trouve ça presque logique que des artistes s'en emparent pour poser, enfin, pour voir ce que ça peut faire, pour explorer. Il y a tellement de choses qui sont possibles. Et donc, de toute façon, de nouveau, c'est pas autonome. Hein. Il n'y a rien qui tout seul va commencer une machine qui tout seul va décider. Moi, j'en ai marre de fabriquer des trombones. Je vais plutôt faire des peintures. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'intelligence artificielle. Donc, ouais. Derrière la notion d'art et la notion d'artiste, quand même. C'est-à-dire que on apprécie l'art aussi en fonction de la personne qui est derrière, quand même. C'est important quand on écoute de la musique. Bien sûr, on écoute de la musique, mais on fait référence aux personnes qui l'ont créée. Donc, s'il n'y a personne derrière, qu'il y a juste des machines, bah, ça perd une dimension quand même, hein, je pense. Alors, je comprends qu'effectivement, on peut créer des images étonnantes et des musiques étonnantes aujourd'hui, mais est-ce que ça passera l'épreuve du temps? Parce que finalement, derrière ça, il n'y a rien. Si ce n'est un effet waouh du début, mais bon, voilà. Bon, je sais pas. Oui. Oui, non, mais il y a des éléments intéressants, c'est de se dire que le Midjourney, par exemple, va puiser dans une base de données bien délimitée et elle va faire des variations de quelque chose qui a déjà existé. C'est une IA qui génère des images. Oui, des images. Et donc déjà, on peut se dire, est-ce qu'elle est créative, véritablement créative? Il peut y avoir des débats. En tout cas, elle est toujours basée sur quelque chose qui existe. Et c'est un grand débat avec les IA en général, notamment du point de vue statistique, c'est qu'elle va faire que reproduire ce qu'elle a en stock, un historique, et elle peut rester bloquée là-dedans indéfiniment. Donc elle ne va pas évoluer, elle ne va pas vivre avec son temps, sauf si on la nourrit avec d'autres données. D'autre part, c'est la question de la création, de la relation homme et machine. Et c'est ça qui crée en fait la magie, c'est qu'est-ce que je vais lui demander, dans quel contexte, à quelle fin. Et c'est ça qui va, pour moi, créer cette étincelle peut-être de créativité. C'est un humain qui est, je ne sais pas, même là, c'est pour un article, pour illustrer ce que pourrait être l'intelligence artificielle, en mars 2023, à Bruxelles, voilà, par un journaliste. C'est spécifique. Est-ce que c'est de l'art? Je ne dis pas que c'est de l'art, mais il y a une impulsion. Et l'autre chose, c'est les choses ont la valeur qu'on leur donne. Et c'est pas parce qu'il y a un artefact, je sais pas, technologique qui est là, sinon la musique électronique, on aurait pu se dire, c'est pas de la musique parce qu'il y a des synthétiseurs. La musique techno, à l'époque, c'était déjà cette question-là, de dire, oui, c'est pas de la musique parce qu'il n'y a pas d'instrument vraiment derrière, c'est un processus analogique. Si, il y avait des artistes qui se sont emparés de cette technologie-là et qu'on en fait quelque chose. Donc, c'est vraiment le point de vue et l'intention qui fait que ça peut devenir de l'art. Et un dernier point aussi, une autre piste, c'est juridiquement. Parce que j'ai discuté avec une avocate qui défend le droit de propriété, notamment de tout ce qui est Tintin. Donc voilà, c'est une société qui fait très très attention à son copyright. Et il y a eu des procès, notamment pour des BD. Et quelqu'un qui avait fait une planche à la manière d'Hergé. Et le tribunal a dit non, en fait, c'est pas de la copie. C'est une réinvention et l'œuvre, c'est l'accumulation en fait de cases ensemble et c'est l'histoire qui se passe dedans. C'est pas le style en tant que tel, c'est vraiment la manière dont la personne l'a interprété et a construit. Par contre, si elle fait toute une BD en marquant Tintin dessus, sans doute, mais une œuvre, c'est une recomposition, une interprétation de quelque chose déjà connu. Donc en fait, chaque case était protégée en fait du droit d'auteur parce qu'elle avait été agencée d'autre manière et c'était dans le style de. En tout cas, je viens de regarder l'heure et on est tard. Donc la dernière chose, en tout cas, ce que ça soulève comme idée qui est très intéressante là-dessus sur les images, mais même sur les textes, c'est qu'on en revient. Moi, comme je suis artiste à la base, pour moi, quand un artiste crée quelque chose, l'œuvre devrait appartenir à l'humanité. Alors, si c'est un livre, c'est pas le livre. On peut en faire de l'argent, c'est-à-dire on peut vendre des livres papier. Mais par contre, l'œuvre qui est à l'intérieur devrait être redonnée à l'humanité. Et d'ailleurs, après 75 ans, en général, après 70 ans, il y a le droit d'auteur qui tombe, etc. Il s'est rendu à l'humanité. Et ici, on le voit très fort avec Midjourney, par exemple. Il a été pompé dans une base de données d'artistes.
et il va en sortir quelque chose. Mais l'artiste en lui-même, il a été pompé aussi dans sa vie, ses amis, son cursus artistique, son cursus pédagogique, enfin là où il a appris. Et donc il va aussi pomper dans le monde. Mais là, du côté de l'IA, on le voit très fort. C'est-à-dire, parce que comme la base de données est vraiment très circonscrite, on voit fort, et des gens commencent à dire, bah oui, mais en fait, cette œuvre, elle vient quand même de quelque part, même si on ne voit pas d'où elle vient. Ça, je trouvais ça intéressant. Par contre, sur le plan juridique, alors je ne sais plus pour l'Europe, je ne sais plus si c'est en Europe ou aux États-Unis, mais ce qui est produit par une IA est forcément du domaine public. Donc on peut pas mettre, ça, c'est aux États-Unis. Oui, oui, okay. C'est aux États-Unis. En tout cas, ça a été, en tout cas, la jurisprudence, puisque comme aux États-Unis, il y a de la jurisprudence, ça a été fait. On ne peut pas revendiquer la propriété de ce qu'on a produit avec une IA. Mais c'est dans des... Voilà, ça reste quand même flou. Hein. Mais je sais qu'il y a une jurisprudence là-dessus qui est passée, oui, il y a quelques mois. Je suis désolé, on est peut-être un peu en retard. Si vous avez des questions à poser, voilà. Oui, merci beaucoup. Effectivement, on va clôturer tout doucement la table ronde. Un grand merci à tous les participants. C'était très intéressant d'entendre les différents points de vue. Et voilà, est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait réagir ou poser une question ou faire une réaction à l'un des participants ici sur scène? Voilà, bonjour. J'ai deux petites questions, en fait. J'en ai pas qu'une, du coup, je me permets. Donc la première, c'est j'avais entendu lors d'un webinaire où on présentait justement un peu ChatGPT, etc. Le domaine aussi de la pollution. Je vois qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je pense qu'une recherche sur ChatGPT équivaut à 10 000 recherches Google ou quelque chose comme ça. Et je me dis qu'il est en effet temps aussi de conscientiser vraiment les gens, parce qu'en effet, on ne l'utilise pas spécialement bien, parce qu'on n'est pas formé à ça. Et donc, ma question, c'est un peu quels sont les nouveaux métiers qu'il y aura derrière. Est-ce que ce serait un professionnel du prompteur ou je ne sais pas comment on pourrait... Voilà. Est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à ça? Il y a déjà toute une série de startups qui existent. Donc, la startup, c'est vraiment l'endroit où, en tout cas, l'IA crée le plus pour le moment de choses qui se passent, parce qu'on va essayer de créer quelque chose qui utilise soit ChatGPT, soit des IA qu'on peut déjà mettre sur les ordi. Enfin, Facebook a publié son IA en open source, et 2 jours après, il y a les modèles qui ont leaké, qui ont fuité. C'est-à-dire qu'on peut vraiment utiliser l'IA de Facebook qui a des niveaux qui dépassent même ChatGPT. Donc oui, il y a beaucoup de choses beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui se passent là-dessus, sur les métiers. Il y a le prompt engineering, et on voit beaucoup, quand on suit un peu sur LinkedIn, des gens qui deviennent des spécialistes en fait, du prompt. Justement, c'est comme une nouvelle manière de communiquer. On parlait de... voilà, il y a les développeurs, il y a les codeurs, et il y a aussi ceux qui sont capables de communiquer avec ChatGPT, qui justement, ou dans Midjourney, etc. C'est vraiment cette expertise, on en parlait, de savoir comment faire sortir les meilleurs résultats. Donc, soit les gens qui le font eux-mêmes, soit, je pense que ça va surtout... modifier beaucoup de métiers. Donc il y a des gens qui font juste des formations aussi pour que les gens dans leur métier puissent utiliser ces outils-là pour transformer des métiers qui existaient déjà. Et donc plutôt que des métiers qui sortent de nulle part, ça va être aussi des métiers qui existaient d'une manière et qui vont devoir se réinventer, se transformer, où on va demander aux gens de passer leur temps dans d'autres tâches que ce qu'ils ne faisaient auparavant, parce qu'il y a des choses qui parfois pouvaient prendre du temps. Mais voilà, écrire un rapport de 10 pages sur un sujet dont on sait que pas grand monde ne le lira, mais on vous demande quand même de le faire. Eh bien maintenant, il y a moyen que ça se passe de manière beaucoup plus rapide. Et donc voilà, c'est plutôt avoir les outils qui permettront, selon moi, j'aime le côté optimiste, mais de passer son temps là où c'est vraiment pertinent, et toutes les tâches qui sont plus justement du calcul ou de l'automatisme, et de pouvoir les déléguer. Donc je vois beaucoup de modifications de fonctions dans plein de domaines différents. Ici avec ChatGPT, c'est beaucoup de la production de texte, donc forcément c'est ça que ça impacte. Mais donc, oui, on voit beaucoup, par exemple, de prompt engineering ou de formation pour expliquer comment utiliser les outils pour que voilà, c'est des choses nouvelles, mais que tous les métiers
puisse un petit peu embarquer, que les gens ne deviennent pas obsolètes, mais plutôt qu'ils puissent prendre les technologies avec ses limites et ses avantages pour justement réinventer leurs pratiques. Oui, donc effectivement, mais il y a aussi le point de vue, parce qu'on annonce 300 millions d'emplois en moins d'ici 10 ans, etc. Et c'est assez intéressant, il y avait une phrase, c'est « l'IA ne vous remplacera pas, mais une personne qui maîtrise l'IA, oui ». Donc voilà, qui saura collaborer. Et ça peut être à l'échelle de savoir utiliser, là il y a Copilot qui va arriver dans les suites Microsoft, donc pour Excel, Word, les présentations PowerPoint. Donc ça va modifier déjà profondément le travail de beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps à faire des tâches pas toujours très très intéressantes. Ça c'est vrai. Et il y a c'est une IA c'est l'IA de Microsoft. Copilot, voilà, c'est ça. Voilà, ce sera qui va vous assister dans la suite Office. Un super assistant, voilà. Ouais, c'est dans ça. la suite Office. Copilot, quoi. Voilà, vraiment. Word, Excel, PowerPoint, enfin toute les bases de données aussi. Enfin bon, voilà, c'est énorme. Et l'impact pour mesurer en fait si son métier, sa fonction sera touché ou pas, il y a un petit calcul, c'est s'il y a 10% de vos tâches qui peuvent être automatisées ou confiées à une IA, il n'y a pas de souci à se faire. S'il y a au moins 50%, ça veut dire que vous devrez au moins travailler avec elle. Et s'il y a plus de 50% de vos tâches, là, le job est menacé. Donc c'est parce qu'il y a toujours plein de chiffres catastrophiques, d'études, 300 millions, et je ne sais même pas combien il y a d'emplois à travers le monde, etc. Mais c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. Et je vois, moi, dans notre entreprise, un média est aussi une entreprise, je dis attention, il y a Copilot qui arrive, il y a plein de gens qui l'utilisent, PowerPoint, etc. Il va falloir qu'on soit formé pour d'une part bien l'utiliser et d'autre part pour pas être braqué et puis de se dire en fait il n'y a plus besoin de vous, quoi. Donc c'est comme l'enseignement, on est obligé de repenser la manière dont on alors c'est pas le transfert du savoir parce que c'est pas ça l'enseignement en tant que tel, mais la pédagogie, c'est quoi le rôle d'un prof, comment voilà, tout ça. Ça pose des questions. Si tous mes étudiants pouvaient utiliser ChatGPT pour répondre aux questions que je leur pose en examen, je pourrais me dire oui, peut-être que en fait, je ne pose pas les bonnes questions ou je ne mobilise pas les bonnes compétences chez eux. Et donc, il y a des profs qui reviennent au crayon et au papier. Voilà, ça c'est une chose. Mais dans les dispositifs pédagogiques, on peut trouver... Je prenais un exemple avec dans l'art, justement, en photo. Au lieu de dire, non, on rejette toutes ces technologies-là, en fait, apprenez à faire une bonne question, à poser une question à mi-journée avec qu'est-ce que je veux comme cadrage, comme style de photographie, etc. Ou alors partez d'une photo et essayez de la reproduire dans mi-journée. Et là, ça fait travailler le cerveau pour dire voilà, comment ça fonctionne et comment je peux travailler avec la machine, quoi. Mais il y aura sans doute plusieurs métiers. Il y aura les gens qui vont entraîner aussi les IA, puisqu'on a besoin aussi de leur dire si, quand on fait ces modèles, il y a tous les ingénieurs qui vont travailler sur les modèles évidemment, leur dire est-ce que tu vas dans le bon sens, tu vas pas dans le bon sens, comment on implémente les bases de données pour que l'IA les régurgite, les digère et les régurgite proprement, etc. Donc il y a plein de choses, il y a plein de métiers qui vont se créer. Oui, la sécurité, puisque ça pose des problèmes de sécurité énormes. Voilà, quand l'IA est partout, il faut bien savoir que même maintenant, quand vous utilisez ChatGPT, si vous commencez à l'utiliser pour simplement discuter avec lui, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à lui mettre des documents où vous vous dites « Ah, tiens, mon budget, il va me faire mon budget », il ne faut pas oublier que vous donnez tout ça à une entreprise qui est basée quelque part et ces infos partent. Et donc, et là, on ne vous dit même pas qu'elles sont anonymisées ou pas. Hein. Je veux dire, ça part, on ne sait pas très bien comment. Donc, à partir du moment que Pilote assistera et donc lira tout votre courrier et tout ça, ça pose de gros problèmes. Les bases de données, elles sont fragiles. Et donc, tout ça, ça demande aussi à être pensé. Donc, il y a pas mal de philosophes, j'espère, qui vont arriver. À mon avis, ce ne sera pas beaucoup, mais en tout cas, on en a besoin. Des philosophes, des sociologues, enfin tout ça, des gens qui doivent analyser tout ça et prendre du recul. Mais dans les premiers temps, on va parer au plus pressé, quoi. Donc voilà. Il y a des métiers qui vont tomber, et puis il y en a d'autres qui vont naître sur le tas. Mais il y a beaucoup de métiers qui vont naître sur le tas, hein, parce que on ne s'imagine pas encore très bien.
Merci. Merci. Je sais pas s'il fonctionne. Ah. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle, une autre réaction? Non? Très bien. Okay. Mais, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir ici les invités. Voilà, bon, on va clôturer alors cette table ronde et je vous invite à nous rejoindre au bar pour... en passant d'abord par les démonstrations qui sont là-bas dans le fond. Oui, bien sûr, en passant aussi... Ça fait 1h30 qu'ils attendent. Après, l'espace est ouvert jusqu'à 20h, donc vous pouvez aussi, encore après le verre, tester les installations. Mais en parlant d'intelligence artificielle, effectivement, la Tent Walk là-bas est très à propos sur le sujet parce que c'est voilà, une installation où il y a une intelligence artificielle entraînée par Overtone notamment, qui va illustrer finalement ce dont on a discuté ici. Tu as encore une réaction ? Oui, bon, allez. Voilà, je voulais juste en profiter aussi pour dire qu'on organise un atelier. Donc, je suis Vanessa de Technocité. Et donc, c'est vrai que je demandais justement les nouveaux métiers parce que, voilà, nous, on pense déjà aussi à ce côté-là. Mais déjà, pour nous éduquer aussi le public, on organise donc le 16 octobre prochain un atelier d'une journée sur comment utiliser les IA génératives pour améliorer notre productivité, notre job au quotidien. Parce qu'en effet, il y a des tâches automatisées qu'on peut mettre en place et se concentrer sur des tâches peut-être plus intellectuelles aussi. Donc, n'hésitez pas à aller sur technocité.be pour avoir plus d'infos. Voilà. Merci. Donc, merci à vous, merci aux invités. Et donc, je précise, le petit verre de l'amitié est offert au bar.